Bonjour, nous sommes le vendredi 10 février 2017. Et hier soir, avant de m'endormir, j'ai eu une pensée. Je me suis dit, tiens, c'est curieux quand même, il y a 9 ans que je fais ces vidéos, 52 fois par an, une fois par semaine. Et heureusement, je n'ai jamais été empêché de le faire par le fait d'être malade. Et bien entendu, ça n'a pas manqué. 2 heures plus tard, je me réveillais et j'avais la fameuse gastro de Vannes. Si vous circulez à Vannes, les gens vous demandent si vous avez déjà eu la gastro, si vous l'avez en ce moment ou si vous allez l'avoir bientôt. Et ben voilà, moi c'était la nuit dernière et encore un peu ce matin. Mais tout ça illustre bien ce principe que j'ai décrit pour la première fois dans un article en 1989, tirer les conséquences de l'observation de Benjamin Libet, qui avait constaté que l'apparition de la volonté de poser un acte chez nous, l'intention de le faire. Je ne veux pas dire bien entendu payer ses impôts la semaine prochaine, mais dans la vie quotidienne, que la volonté, le sentiment d'avoir l'intention de faire quelque chose nous vient à la conscience après. Et lui pensait que c'était une demi-seconde, mais les expériences récentes montrent que ça peut être jusqu'à 10 secondes. L'intention de faire quelque chose nous vient jusqu'à 10 secondes après le fait que le corps a commencé à le faire. Et là, bien entendu, le corps savait déjà que j'étais malade, moi j'étais absolument pas au courant. Et puis voilà, mais ça n'a pas manqué. Là, il avait quelques heures d'avance, il avait senti des signes avant-coureurs qui, à ma conscience à moi, étaient tout à fait absents. Bon, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je voulais vous parler d'autre chose. Ce dont je voulais vous parler, c'était notre étonnement quand on regarde voilà, des livres d'histoire et plus spécialement des témoignages de gens qui se sont trouvés dans des tourmentes et qui n'ont pas vu venir. Voilà, c'est un peu la même chose, qui n'ont pas vu venir, qui tout à coup se trouvaient au sein d'une tourmente et ne savaient pas que c'était déjà là. Et ils étaient entourés de personnes du même genre, d'autres personnes qui ne se rendaient pas compte que quelque chose était en train de menacer de se produire. Alors, si nous posons la question à propos du passé, nous avons une explication extrêmement simple. L'information circulait extrêmement lentement. Il fallait écrire une lettre, il fallait l'envoyer, il fallait que l'autre le lise, puis voilà, qu'il réponde, etc. L'information passait de manière extrêmement lente et il était difficile de connecter les pointillés. Mais à notre époque, quand même, on a l'information de manière instantanée. Là, au milieu de la nuit, je regardais un peu l'internet et j'apprenais en temps réel qui faisait que la température dépassait les 45 degrés à certains endroits dans des villes australiennes. Et j'ai mis un petit peu j'ai pris l'information que j'avais trouvée là et je l'ai mise là. Et donc je voyais en temps réel, ce qui se passait en Australie et voilà, la frayeur qui commence à prendre les gens de voir des températures qu'on n'a pas vues. Je vous ai remontré le téléphone d'un gars qui indique 47,5 et c'est pas du Fahrenheit, c'est du centigrade, c'est du Celsius. Voilà. Et alors maintenant, comment se fait-il que nous ne relions pas les pointillés? Comment se fait-il que nous voyons des choses qui se passent aux États-Unis, que nous voyons des choses qui se passent en France, que nous voyons des choses qui se passent en Grèce et en Italie, et que nous disions, à propos de chacun de ces pays, tiens, ils ont des problèmes très particuliers. Comment se fait-il que nous ne relions pas ces événements? Comment sommes-nous incapables de voir que M. Trump est en train de nous montrer en temps réel ce qui pourrait se passer en France si le Front National passait à la présidentielle, aux élections présidentielles et par la suite aux législatives, et des choses comme ça. Comment se fait-il que nous ne faisons pas il n'y a pas un article qui nous parle, si, ceux de François Leclerc sur le blog de Paul Jorion, pour nous dire que ce qui se passe en Grèce et ce qui se passe en Italie, c'est la même chose et que dans les deux cas, il y a là un phénomène qui pourrait faire exploser la zone euro parce qu'il est de la même nature.
Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas ça? Sans doute parce que nous sommes habitués à ces frontières nationales et que nous avons l'impression, justement, dans une perspective souverainiste, que les problèmes, voilà, comme le nuage de Tchernobyl s'arrête aux frontières et qu'il n'y a pas de rapport entre ce qui se passe en France et aux États-Unis, et qu'il n'y a pas de rapport entre ce qui se passe en Grèce et en Italie. Il y a une autre explication possible, c'est celle-ci. Enfin, je n'ai pas encore donné l'explication. L'explication, je crois qu'elle elle peut être celle-ci. Je crois que c'est dans le livre de Gérard Simon. J'ai lu plusieurs ouvrages qui parlent de Johannes Kepler, l'astronome, mais en particulier j'ai lu, j'en avais fait le compte rendu à l'époque, c'était en 79, d'un très très beau livre sur les débuts de l'astronomie moderne. Ça s'appelle Kepler, astronome, astrologue. C'est par Gérard Simon. Et je crois que c'est là que j'avais trouvé la chose suivante, c'est que pendant que Kepler est occupé à remplir les 700 pages de brouillon qui vont lui permettre de calculer exactement pour la première fois l'orbite de la planète Mars. Il indique quelque part que c'est quand même gênant tout ce tapage en bas, mais tout ce tapage en bas, voilà, c'est la guerre civile, c'est le fait que des protestants et des catholiques se massacrent au rez-de-chaussée pendant que lui il est là à l'étage en train de calculer l'orbite de la planète Mars. Et il dit, oh, c'est quand même emmerdant, hein, on ne peut pas se concentrer, etc. Et voilà, mais c'est comme ça que nous sommes, en réalité c'est ça, nous avons cette capacité à nous encapsuler, comme disent les Britanniques, à nous refermer sur nous-mêmes et à ne pas voir ce qui se passe autour de nous, à ne pas relier les points. Moi j'ai vu la manière dont on a reçu mon livre le dernier qui s'en va éteint la lumière. Ah oui, c'est une idée intéressante, cette idée d'extinction possible de l'humanité. Et la personne, ou les personnes qui m'accueillaient avec sympathie mais scepticisme, ne font pas de lien entre mon ouvrage et la température de 47,5 dans une ville australienne en ce moment. Ils verront pas le rapport. Ça va pas s'imposer à eux. Peut-être parce qu'il y a des frontières, que l'Australie c'est loin et que comme c'est un autre pays, voilà, tout doit s'expliquer autrement à l'intérieur d'un pays. On s'étonne et on se dit pourquoi est-ce que les économistes, d'où vient la médiocrité de la science économique? On dit c'est la pensée en silo, c'est parce que les gens qui font de la microéconomie savent pas ce que font les macroéconomistes. Mais quand on regarde ce qui s'est passé justement, ça c'est un des intérêts du livre de Oreskes et Conway sur les marchands de doute, c'est que même dans la climatologie, il y a des gens qui se connaissent un tout petit aspect particulier de la question, et puis un autre, et ils attirent l'attention que voilà, que les gens qui parlaient de l'atmosphère, ils ne savaient pas nécessairement ce que pensaient les chimistes sur ce qu'on pouvait voir là, et les chimistes, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait un phénomène particulier dans l'atmosphère. L'information entre les sous-disciplines ne circule pas, et ça c'est lié malheureusement à la reconnaissance à l'intérieur des disciplines. Il me revenait l'autre jour, j'en parle dans le livre que j'avais écrit avec Geneviève Delbos qui s'appelle La transmission des savoirs. C'était une réunion entre les ostréiculteurs, ça se passe chez Bonsonnière à la fin des années 70, au milieu des années 70. Les ostréiculteurs catastrophés parce qu'il y a des épidémies, les huîtres meurent en pagaille, et il y a une réunion avec des scientifiques, et les ostréiculteurs disent pourquoi vous saviez pas ça? Si, on savait ça, disent les scientifiques. Et alors, pourquoi on n'a pas parlé? On en a parlé, mais non, on n'a pas parlé, on n'est pas au courant, etc. Et alors il y en a un qui se lève qui dit mais si, j'ai fait une communication qui a été publiée dans, je sais plus, dans le bulletin de l'Académie des sciences. Voilà. Pourquoi? Parce que ce type, il était préoccupé uniquement de la reconnaissance de sa carrière. Et si c'était comme maintenant, c'était ça. S'il ne faisait pas comme ça, il mourrait bientôt dans sa carrière scientifique.
Il y a un autre truc dont parle Oresques et Conway qui est très intéressant, c'est cette confusion qui est liée au fait que les scientifiques écrivent parfois des choses comme quand ils ont découvert un effet de cause à effet entre A et B, ils écrivent dans un intervalle de confiance de 95% ou de 90%, ce qui donne le sentiment au public qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Alors que, et là je parle souvent de Pierre Bourdieu, mais j'en parlais de lui à propos des sondages l'autre jour, mais c'est ce qu'il appelle l'esprit de sérieux. Cette histoire d'intervalle de confiance, 90% à 95%, et les scientifiques vous expliquent bien que tout ça n'a aucun sens. Il faudrait imaginer qu'il y ait que dans les phénomènes qu'on étudie, il y a que la distribution des phénomènes soit de type gaussien, de type loi normale, ce qui est très très rarement le cas. Mettre ce 90% de confiance, 95%, ça fait partie de l'esprit de sérieux. Voilà. C'est montrer qu'on est quelqu'un de sérieux, comme celui qui écrit ses papiers sur les épidémies qui vont venir sur les huîtres, il les écrit dans le bulletin de l'Académie des sciences. Ça fait partie de l'esprit de sérieux, ça veut dire qu'on connaît bien son métier, qu'on parle en termes de, voilà, comme il faudrait le faire, en termes de distribution statistique, même si cette distribution statistique n'a rien à voir avec le phénomène qu'on étudie, parce qu'en fait, lui, il suit un autre type de loi, et donc la distribution est différente, ou absence de loi si c'est stochastique. Et voilà, le danger, c'est que il y aura toujours un crétin quelque part disant vous voyez ça, ils sont pas sûrs de ce qu'ils racontent puisque avec leurs histoires de 90% et de 95%. Voilà. Bon, c'est à peu près ce que je voulais dire. La crise est là. Cette crise, c'est une crise. Il y a un effondrement généralisé. Et bon, je vais le dire, mettons les points sur les i, ce qui se passe en France et ce qui se passe aux États-Unis, c'est la même chose. Il n'y a pas de nuage de Tchernobyl qui s'arrête aux frontières, tout est relié. Si la Grèce éternue dans le système de l'euro, l'Italie va s'enrhumer, il faut le savoir. Il faut le savoir. Bon, vous voyez peut-être, je vous donne déjà quelquefois sous forme de billets des réflexions qui viendront dans mon prochain bouquin qui s'appelle Qui étions-nous. C'est la suite, si vous voulez, même pris sous un tout autre angle du dernier qui s'en va, éteint la lumière. Et quand je pense à ce bouquin, je repense toujours à la même chose, que malheureusement son actualité va devenir de plus en plus visible et que c'est la source d'une très grande tristesse. Bon, c'est une source de reconnaissance personnelle, mais c'est une source de très grande tristesse. C'est le même intérêt poli qui m'accueillait quand je faisais une conférence, je ne sais pas, en 2006 ou en 2007 à Los Angeles sur la crise des subprimes. On disait, ah oui, c'est très intéressant, oui, très bien, on rentre chez soi. Et puis je suis pas sûr même que le monsieur ou la dame en parlait à son époux en rentrant à la maison, ou alors sur le genre j'ai écouté quelque chose de très intéressant. Et alors la dame ou le monsieur qui dit ça parlait de quoi? Ah oui, attends, je me souviens plus très bien. Voilà, voilà. L'Australie là, les 47 degrés et demi, c'est un signe, et c'est un signe maudit. Ça veut dire que la planète devient inhabitable. Alors il y a toujours quelqu'un qui vous montrera que d'après qu'en découpant des rondins, bien il y a eu un jour en l'an 1282 où il faisait déjà très chaud en Australie, mais non, regardez ces courbes qui nous montrent la température qui monte inexorablement à partir des années 70. C'est venu avec une autre plaie, avec l'ultralibéralisme. Enfin voilà, il faut y penser, il faut se secouer. Je lisais un article hier soir, c'est un article qui nous dit que même si on passait aujourd'hui, si on abandonnait aujourd'hui tous les carburants fossiles et que demain matin on se réveillait avec uniquement du renouvelable, la température à la fin du siècle dépasserait quand même les 2 degrés supplémentaires, ce qui est déjà énorme, et on risque d'avoir beaucoup plus que ça. Voilà, à la semaine prochaine. Allez, au revoir.